lisez de toute urgence Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir Pierre Demeuse. Bonjour Pierre. Bonjour Anne. Vous êtes docteur en droit, vous avez enseigné la philosophie à l'Institut catholique de Toulouse et vous avez écrit plusieurs livres, dont Idées et doctrines de la contre-révolution chez Dominique Martin-Morin, Histoire des hérésies chez Trajectoire et Droit pratique de l'assurance chez Studi-Rama. J'ai écrit également, dans le cadre des hérésies également, un livre qui s'appelle L'Église et les cathares. L'Église et les cathares, absolument. Ce petit livre, ce petit ouvrage qui est publié à la Nouvelle Édition, sous l'égide de François Bousquet, s'appelle « La famille en question », sous-titré « Ancrage personnel et résistance communautaire ». Alors, c'est un tout petit livre, un tout petit prix, 7 €, mais dont le poids est très important. Pourquoi Pierre Demeuse? Pourquoi est-ce que ce sujet de la famille est si en question aujourd'hui? Eh bien, quand j'ai commencé mes études de droit, la première chose que nous a dite le professeur de droit civil, c'était une affirmation qui était un peu déroutante. Il nous a dit « Toute l'histoire du droit pendant les 5 derniers siècles se caractérise par la libération systématique des individus par rapport aux collectivités naturelles, aux collectivités reçues, et la soumission de plus en plus grande des libertés économiques à l'État. » Donc voilà deux choses qui ont été réalisées ensemble. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit, cette évolution est quand même un peu terrifiante. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'articulation. Pourquoi est-ce qu'en fait l'État libère à fond l'individu? C'est pour mieux l'assujettir. Absolument. Économiquement. Absolument. Et il libère l'individu de ce qui ne l'enchaîne pas, mais de ce qui, au contraire, le protège. Très intéressant. Donc, cette idée-là m'a trottiné dans le crâne pendant des années. Et je l'ai rapprochée d'une autre idée que j'avais, alors qui est dans le cadre des réflexions sur la contre-révolution, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Bonald y a pensé, a écrit là-dessus des choses pas toujours cohérentes, mais enfin intéressantes quant à la préoccupation, n'est-ce pas? Bien, c'est que ce que nous subissons aujourd'hui est le résultat d'une évolution extrêmement longue et qui ne date pas exclusivement de la Révolution. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se contente de dire on va supprimer tout ce qu'a fait la Révolution, après tout sera parfait. Mais non, rien ne sera parfait parce qu'on tombera quand même sur la Révolution. Parce qu'il y a des choses qui avaient investi les esprits depuis fort longtemps. Les Lumières. Comment? Les Lumières. Mais les Lumières, mais avant les Lumières, même avant les Lumières. On peut dire que sur le plan intellectuel, le pli est pris au moment de la querelle des anciens et des modernes. C'est à ce moment-là que les choses vraiment commencent à se décider. Et sur le plan de l'ordre social, c'est pareil. Les modifications qui se sont produites dans l'ordre social, elles sont le résultat d'une très longue évolution. Et si on se place dans une optique hegelienne, ce qui n'est bien entendu pas du tout mon cas, si on se place dans une optique hegelienne, on va dire, mais quoi, c'est l'histoire qui marche vers son but, n'est-ce pas? Le but qui est le triomphe définitif de la raison sur le préjugé.
sur la Donc voilà, croyance. voilà ces deux notions qui m'ont conduit à m'interroger sur les étapes, les jalons de cette évolution qui nous conduisait aujourd'hui à une famille qui n'est qu'un champ de ruines. Voilà la situation. Vous voyez. Est-ce que le protestantisme aussi n'a pas aussi beaucoup accentué ce désir d'individualisme? Alors, bien sûr que le protestantisme a eu son influence. Cela dit, vous savez, la réforme, c'est une chose, mais la contre-réforme est aussi une réforme. Oui. Et elle fait beaucoup de concessions à la réforme. Ouais. Donc, la contre-réforme elle-même va, à mon avis, la contre-réforme aura même plus d'influence sur l'individualisation que la réforme. Hein. Et parce qu'il faut comprendre que à partir du XVIe siècle, il y a dans l'Église une réflexion théologique qui se fait principalement dans les grandes universités comme Salamanque, hein, et qui ont pour objet de changer la société. Jusque-là, l'Église, avec saint Thomas et avec Aristote, considérait que la société faisait partie de la nature, que l'ordre social faisait partie de la nature. Ouais. Et que par conséquent, ce n'était pas le domaine de la fantaisie humaine, mais que c'était quelque chose qui était imposé parmi le reçu, comme les lois de la reproduction, le climat, les vents, etc., la pluie, tout ça, la germination des plantes, tout ça, avec la société, ça ne fait qu'un. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Naturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors à Salamanque pour quelle mouche les a piqués? Écoutez, parce que c'est une maladie qui se répand et qui va devenir... Ah mais elle va... Et ensuite, qui est un état endémique là maintenant. Chacun refait le monde, chaque gouvernement, chaque homme politique. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que cette manière de voir, elle s'est retournée. Bien entendu, la première réaction, c'est que cette manière de voir, de vouloir refaire le monde, elle s'est retournée contre ceux-là même qui l'avaient conçu. Oui. Puisque le premier disciple de l'école de Salamanque, le premier disciple célèbre, c'est Hobbes. Oui. Hein, et Hobbes, forcément, il ne s'inscrit pas du tout dans une vision des choses chrétiennes. Vous voyez. Oui. Donc le premier qui a voulu créer, qui a voulu créer un monde... sans ordre naturel, qui s'est cru plus fort que le créateur, c'était donc Hobbes. C'est un de ceux. Ah, mais avant Hobbes, vous avez Molina, vous avez Suarez, vous avez tous ces pères jésuites, hein, et même... Non, ne lâchez pas le mot, des pères jésuites. Oui, je dirais, oui, jésuites dominicains, j'étais d'accord. Rien de nouveau sous le soleil, alors. Rien de nouveau sous le soleil. Et vous aviez... même j'avais assisté à une conférence fort intéressante de notre ami Monsieur l'abbé de Tanoirne, oui. Dans laquelle il nous parlait des théories de Cajetan. Oui. Hein, oui. Sur lequel il a écrit des tas de choses. Une thèse, oui. Et il dit que, mais en l'approuvant, hein, que Cajetan veut changer le monde, le rendre plus juste, plus conforme à l'esprit chrétien, etc., etc. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on met le pied là-dedans... Oui, on sait où ça mène. on n'est absolument pas sûr des conséquences que ça va avoir. Et là, ce qui s'est passé, si vous voulez, à la Renaissance, c'est au Concile de Trente, eh bien, il y a eu une première atteinte très grave, mais bon, involontaire, lancée par l'Église avec le décret Tamezzi. Décret Tamezzi. Oui. Décret Tamezzi, Tamezzi, c'est un mot latin, hein, qui veut dire même si. Ah oui. Tamen. Oui, hein, même si. Voilà. Okay. Même si les règles ne sont pas respectées, le mariage est valable parce que le mariage sera valide à partir du décret Tamezzi. Jusque-là, ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Jusque-là, il y avait de nombreuses conditions de validité du mariage. Et en particulier, il fallait que le mariage remplisse son rôle social. C'est-à-dire que la famille, le chef de famille, ait donné son accord au mariage. Sinon, le mariage n'était pas valide. Donner son autorisation aux jeunes, donc. Absolument. Ouais. Hein? Oui, donc c'est
une structure hiérarchique. Exactement. Et on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Et si il y a un mariage qui a lieu sans respecter ces règles, eh bien le mariage n'est pas valide. C'était la règle de validité théologique, de théologie morale. C'était, pas de Roméo et Juliette. Ah non, pas de Roméo et Juliette. On estime qu'il y a trop de choses qui s'opposent au succès et ça ne peut aboutir qu'à une catastrophe. Ouais. Et comme le mariage est quand même conçu par saint Thomas comme étant issu des nécessités du réel, la nécessité d'élever les enfants, on ne peut pas dissocier le mariage de la procréation, bien sûr. Et eh bien, c'était la règle de droit. Et ça posait un problème aux théologiens de Contre-Réforme, cette règle. Pourquoi ? Eh bien parce que cette règle avait pour effet d'atténuer la responsabilité des mariés en cas d'infidélité. Ah oui. Voilà. Elle atténuait la responsabilité. Oui. Donc, si vous voulez, il fallait admettre que nous faisons notre salut ou nous faisons notre perdition. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Et que nous sommes seuls face à la mort, seuls face à Dieu. Et donc, l'Église a décidé que cette règle devait être abolie. Et en faisant cela, elle s'est trouvée en opposition avec beaucoup de choses, beaucoup de gens, à commencer par tous les rois de la chrétienté. Ils étaient hostiles à cette réforme parce qu'elle voyait bien qu'elle allait changer la société. Et le Concile de Trente, le canon du Concile de Trente, qui a été promulgué en 1600, il a été refusé solennellement par les États généraux de 1619. Et interdiction qui a été répétée. Bon. La conséquence de cette modification, elle est tragique, parce qu'elle aboutit à une contradiction entre l'État chrétien et la République. La position. Enfin, la République, le gouvernement. Le gouvernement pontifical. Et il faudra 80 ans avant que ce soit admis, mais encore une trentaine d'édits des rois de France, mais il y en a eu le même en Allemagne, en Espagne, tous les rois de la chrétienté étaient contre cette mesure, parce qu'ils voyaient bien qu'elle allait changer la société. Et le résultat, c'est que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'État a voulu se protéger. Donc il a mis des règles de majorité qui étaient absolument inconcevables à l'époque, puisque la majorité était de 25 ans pour les femmes et de 30 ans pour les hommes. Oui. Et au-dessous de cet âge, lorsque un prêtre mariait des gens qui n'avaient pas cet âge-là, on considérait qu'il s'agit d'un rapt, et le prêtre était coupable de rapt, et passible de la peine de mort. C'est énorme, oui. Il y a eu d'ailleurs plusieurs prêtres, c'est pas très nombreux, il y en a eu relativement peu. Les rois de France n'avaient pas envie de multiplier les martyrs. Mais il y a eu plusieurs cas de prêtres qui ont été pendus parce qu'ils avaient fait ce genre de choses. Donc, vous voyez, on a séparé l'État chrétien et la religion. Et ça, c'est l'œuvre de la papauté, de la contre-réforme. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que l'État va essayer de créer des règles qui permettront de s'appliquer lorsque il y a un conflit. Et c'est la naissance du mariage civil. Le mariage civil, il n'a pas été inventé par la Révolution. Il date de bien avant. Justement à cause de cette décision unilatérale de l'Église de changer les règles de validité d'une fonction sociale essentielle. Donc voilà comment tout a commencé. Eh bien, je serais moins bête à la fin de cette émission. Et donc, merci, cette situation, elle s'est continuée avec une réaction très hostile à la papauté dans l'Église de France, qu'on appelle le gallicanisme. Oui. L'Église gallicane était tout à fait favorable au maintien des règles antérieures. Mais tout ça, ce sont des choses qui commencent dans une réaction légitime, et qui, par la suite, aboutissent à n'importe quoi, parce que le gallicanisme, ça va donner la constitution civile du clergé, par la suite, et toutes ces aberrations. Vous voyez.
Donc Oui. le désordre a été mis à ce moment-là. Désordre. Voilà. Comme vous dites, on retire une pierre du mur et le mur s'écroule. Et en voilà, fait. c'est ça. C'est ça. On ne- Alors, je dois dire qu'après, l'Église n'a pas cherché à continuer la destruction de la famille. Mais Et néanmoins, d'autres s'en sont chargés. d'autres s'en sont chargés, On va y tout venir. en se réclamant des mêmes principes individualistes. Hein. On va, oui, Hein? tout en se chargeant. oui. Mais je dois dire que moi, je me souviens d'un jésuite, justement, encore, qui était un très saint homme, mais qui disait, dans les années 50, il disait, vous voyez, l'Église avait réussi. Elle avait parfaitement réussi à régler son compte au mariage arrangé. Le mariage était dès lors uniquement quelque chose entre le cœur de l'homme et le cœur de la femme, C'est beau. sous le témoin de Dieu. C'est beau sous- comme sous le regard l'antique, de mais Et malheureusement, ajoutait-il, on ne sait pas pourquoi quelque chose s'est déréglé. Oui. Oui, mais quelque chose s'est déréglé. Peut-être qu'il faut se demander si, dans certains cas, il ne faut pas nourrir la société, bien sûr. lui donner de quoi subsister. Parce que si vous enlevez tous les pieds d'une chaise, il est douteux qu'elle continue à tenir en l'air. On apprend beaucoup de choses. Alors, parlons tout de suite de tous ceux qui ont voulu détruire la famille. Vous citez notre Napoléon, là. Grâce au Code civil, a-t-il écrit, j'ai réduit à néant la puissance des familles et je ne donnerai l'antidote qu'à ceux qui me seront fidèles. Absolument. C'est quand même énorme. Ce sont c'est ce qu'il appelle les piliers de granit. Et on célèbre cet individu à grand renfort de trompette. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Y compris dans le milieu. Mais oui, alors, Napoléon considère que la famille est un pôle de résistance à l'État. Et lui ne veut pas de pôle de résistance à l'État. sûr, oui. Donc il admet que la famille sa puissance à la condition qu'elle soit à son service. Et c'est pour ça qu'il va rétablir les majorats. C'est quoi un majorat? Les majorats, ce sont des règles juridiques qui permettent de laisser le patrimoine d'un personnage de la haute noblesse. Hein. Normalement, un majorat, c'est un duc au moins, un prince, Oui. un marquis à la rigueur, mais pas en dessous, vous voyez. Oui. Et de laisser le patrimoine à l'aîné, Ah oui. à la condition qu'il dispose de cette exception au principe de partage des biens. Oui. Et donc, Napoléon maintient la règle révolutionnaire du partage égalitaire des patrimoines au décès, mais ensuite, il dit, mais je vais faire des exceptions pour ceux qui vraiment me sont fidèles. C'est Donc ça. je sais qu'ils sont assis sur les marches du trône et qu'ils ne tiendront leur fortune que de moi. C'est vraiment un marchand de tapis, le gars. Oui, bien sûr. Il a un pouvoir et il en use et en abuse. Il y a un autre digne héritier de Napoléon, c'est Vincent Payon, qui dit les enfants appartiennent à l'État et non à leurs parents. Absolument. Tranquillement. Absolument, il n'a pas honte de le dire. Ça ne choque personne. Oui, les enfants appartiennent à l'État. Voilà. Alors, je voudrais informer les téléspectateurs d'un drame qui est en train de se passer. C'est dans la région de Vitré. Une jeune femme et son compagnon, des écolos parfaits, d'une famille déjà écolo, très insérée sur leur terre, qui font probablement pousser leurs salades, leurs carottes et paître leurs chèvres, ont déjà une petite fille et le deuxième bébé naît. Il a 11 jours, pardon, et la femme a accouché chez elle parce qu'elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Il faut dire que depuis quelques années, aller à l'hôpital, c'est quand même très risqué. Il faut d'abord des certificats en bonne et due forme, des tampons de vaccination, le risque d'attraper beaucoup d'autres choses, le risque de passer la soirée dans le couloir. Et donc, elle décide d'accoucher chez elle. Elle est très jeune, tout se passe très bien, ce n'est pas une maladie. Et elle va quand même montrer son bébé à la PMI, parce que sinon c'est très très grave. Et là, la fonction publique, la protection maternelle et infantile doit prévenir le maire qu'elle n'a pas été allée à l'hôpital. Et tout un processus s'enclenche, épouvantable. On lui dit, un médecin va passer chez vous, et en fait, ce n'est pas un médecin, c'est 6 gendarmes. Enlève
le bébé, 10 jours, qui était allaité au sein maternel, et l'aîné, qui avait 2 ans. Les gendarmes enlèvent les 2 enfants. Et ils sont retenus, et avec beaucoup de complications. Je trouve que moi, ça m'a empêché de dormir depuis 2 jours. On est là dans le développement total de cette phrase de Peillon, les enfants appartiennent à l'État. Ah oui, absolument. Il y a là un empiètement constant sur les libertés les plus fondamentales. Dans le cas dont vous me parlez, il y a également, il faut quand même le reconnaître, également la coopération coupable du corps médical. Hein. Oui. Parce que là, franchement, le médecin de famille qui n'intervient pas dans un cas comme celui-là, c'est quand même un peu fort. Non, le médecin de famille... Alors, il semblerait que le médecin ait tout de même dit que l'enfant se portait bien. Donc, il n'y avait aucune raison d'enclencher tout un processus. Bon, mais il y a d'autres attaques moins paroxystiques que celle-là. Quelles sont les autres attaques contre la famille ? Alors, il y a des attaques. Les attaques sont de nombreux ordres. D'abord, elles sont d'ordre patrimonial. Le patrimoine de la famille est une chose qui doit être réduit, supprimé si possible, non pas parce que c'est un patrimoine, mais parce que c'est le patrimoine de la famille. Vous voyez, toute l'idée qui est à la base de ces réformes qui se sont suivies de manière continue pendant 2 siècles, hein, depuis 1800, la loi 1880, la loi Vidal-Naquet, loi sur le divorce, toutes ces lois ont pour objet de supprimer le caractère préférentiel de la famille. C'est le fait que la famille soit un lieu préférentiel. Parce que la préférence ne marche pas bien avec l'égalité. Et voilà, il faut l'égalité théorique avant tout. Donc, laquelle n'existe pas. Laquelle n'existe bien entendu pas. Mais le but, c'est de tendre vers cette égalité. Et donc les règles qui ont été faites en ce qui concerne le patrimoine ont permis de dissoudre le patrimoine par des droits de succession qui sont actuellement les plus élevés du monde. Hein. C'est hallucinant. Oui. Nous avons, avec le Japon et la Corée du Sud, nous avons les lois anti-patrimoniales, anti-familiales les plus drastiques du monde. Avec des conséquences énormes. D'abord, on achète 3 fois sa maison. Avec les impôts, les lois sur les héritages. Et deuxièmement, on tue tous les outils industriels, sur le plan économique, toutes les entreprises. C'est catastrophique, bien sûr, puisque tout à fait. Il faut que le responsable de l'entreprise vende la société pour rembourser les frères et sœurs. Voilà. Et notez bien que les droits qui sont perçus en cas de vente à un tiers sont inférieurs à ceux que l'on paye pour céder à sa propre famille. En plus, oui. Non, mais c'est volontaire. Ah, oui. Toutes ces lois sont vraiment ciblées, elles sont finalisées, elles ont un but bien clair. Il faut en finir avec la famille, qui est un centre de transmission non contrôlé, qui est un lieu où l'inégalité se perpétue. C'est absolument contraire à la c'est un lieu aussi où l'autorité demeure, puisqu'il y a un pater familias. C'est le sujet d'un nouveau numéro de l'Incorrect qui sort. Et l'enquête, c'est qui a tué le père ? Malmené depuis 2 générations, le père occidental est en voie d'extinction. Faut-il le sauver et comment ? Alors, tout le monde sait que l'autorité du père, finalement, c'est le roi dans la famille. Bon, on a exécuté le roi, maintenant il faut exécuter le père de famille. Mais comment est-ce que vous expliquez que tous ces républicains ne comprennent pas qu'une société ne marche pas sans une autorité ? J'ai envie de faire toujours il y a 2 images qui me viennent à l'esprit, c'est celle de Claude Farrère sur le bateau. Le bateau est dirigé par un capitaine, et celui des musiciens. Il y a un chef d'orchestre, sinon il n'y a pas d'orchestre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne comprenne pas pour une société,
l'image est semblable. Mais en fait, la question, elle est très simple. Nos ennemis, les ennemis de la famille, qui sont également les ennemis de l'ordre social, qui sont également les ennemis de la tradition, Oui. hein, et de la religion en même temps. Bien sûr. Tous ces gens considèrent que grâce à notre volonté, les hommes ont réussi à se libérer de la nature. Et que le but, c'est de se libérer de toutes les contraintes naturelles. C'est ça l'idée. Oui. Hein, voilà. Alors, à mon avis, ça c'est une partie du livre que j'écris, qui peut-être va déplaire à certains, mais je pense qu'il y a beaucoup de temps perdu pour les défenseurs de la famille. Beaucoup de temps passé à essayer de convaincre nos ennemis. Il y a toutes ces lois dites sociétales. N'importe qui peut faire un bébé, une femme sans homme, ça c'est très à la mode. Depuis que Claire Chazal a dit « j'ai fait un enfant sans père ». Tout le monde savait qui était le père. Excusez-moi, mais non, pour son père, vous savez, ça fait 300 000 ans que les femmes savent faire des enfants sans père. Hein. Il y a toujours un père. Oui, mais enfin, mais elles disent que... Mais le père est inconnu et personne ne doit connaître son existence. Exactement. Hein, mais ça, non, je crois qu'il y a beaucoup de temps perdu à essayer de convaincre nos ennemis que la famille, c'est bien. Parce qu'ils le savent très bien. Et ils s'en fichent. Oui. Hein, ils le savent parfaitement, mais ils veulent réaliser ce projet parce que ça fait partie des obsessions, de la croyance qu'ils ont à ce qu'on appelle les valeurs républicaines. Ouais. C'est-à-dire, je n'obéis à personne. Le but, sauf à la République. Oui, mais la République elle-même n'est valable que parce que précisément elle se fonde sur le fait qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de sacré, qu'il n'y a rien au-dessus. Mais c'est faux. Il y a un sacré, le sacré républicain. Il y a le sacré de n'importe quelle union doit porter ses fruits. La femme est un homme comme les autres et tout et tout. Enfin, je veux dire, c'est l'accumulation de ce qu'on a vu. On ne va pas le citer puisque tout le monde le sait. Mais les atteintes sont absolument hallucinantes pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bien sûr, tout à fait. Alors, d'autant plus que vous soulignez les catastrophes qui en découlent sur un pourcentage d'enfants délinquants, d'adolescents délinquants. Mais tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ? La majorité est d'une famille éclatée. La délinquance est largement un produit de cette destruction de la famille. Et également de la méconnaissance de la différence entre les sexes. Vous voyez, la mixité, par exemple, a des effets désastreux sur l'école. Oui. Désastreux. Tout le monde le sait. Oui. Mais il n'est pas question d'y renoncer. Vous voyez ? Non, donc, je vais vous dire, ça a des effets. Moi, je donne des cours dans une petite école bénévolement en vacances et je vois le comportement des filles et des garçons, mais il a terriblement changé. Bien sûr. Terriblement changé. Jadis, j'avais des classes de filles. J'ai eu les deux. J'ai eu des classes de filles. Il y avait des filles concentrées, travailleuses, quelquefois un petit peu plus en avance que les garçons. Et maintenant, les filles ont pris des comportements de garçons, agressives, violentes, très fortes dans l'injure. Et les garçons, ce sont eux qui travaillent et qui sont concentrés. C'est hallucinant, hallucinant. Et qui viennent au-devant du souhait du prof et qui écoutent le prof, en quelque sorte. Ouais. On est en train d'assister à des choses hallucinantes. Alors, la violence, si pas de famille, conséquence la violence, pas de famille, vous montrez conséquence la pauvreté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? De toute façon, l'échec
entraîne nécessairement la pauvreté. La famille recomposée, la famille détruite, elle va rendre difficile l'apprentissage, l'enseignement, et forcément, il y aura un nombre de cas sociaux bien plus important. Et puis, elle entraîne la pauvreté également parce que les individus seuls, ceux qui n'ont pas réussi à se socialiser vont être beaucoup plus vulnérables à beaucoup de nombreuses attaques. Ne serait-ce que pour payer le loyer. Notamment payer le loyer, bien sûr. Hein, c'est évident. Mais en fait, l'État connaît très bien tout ça. Les hauts fonctionnaires qui nous concoctent ces lois le savent parfaitement. Oui. Et ils le font quand même. Et ils passent leur temps à faire des lois pour détruire tout ce qui avait été tenté après la guerre et un peu avant la guerre d'ailleurs pour compenser la perte de natalité de la France, par exemple. Loi qui était due au maréchal Pétain. Ah non, mais elle existait avant déjà. Vous avez aussi une phrase, vous citez Schumpeter, dont j'avais entendu parler mais je ne savais pas bien qui c'était. Et vous citez cette réflexion, la généralisation des attitudes de la froide rationalité économique conduit à l'échec économique. Alors ça, j'adore, parce que c'est le chat qui se mord la queue, en fait. Trop de rationalité économique. Ah, mais oui tue. Oui, parce que, vous comprenez, absolument, parce que Schumpeter avait très bien vu ça, parce qu'il dit, finalement, il faut qu'il y ait des comportements gratuits. Des comportements qui soient fondés sur le don. D'ailleurs, en général, les gens qui font cette observation ne sont pas des gens de droite. Ce sont souvent des gens de gauche. Hein. Bon, vous avez cet auteur qui a fait toute sa vie sur l'étude du don et du contre-don. Vous voyez ? Oui. Hein, ce sont des pensées qui constatent que dans la société, tout n'est pas échange monnayé. Mais qu'il y a des échanges qui sont fondés sur le don, sur la considération, vous voyez, hein, et on pourrait donner des tas d'exemples. Et le travail forcené. Bien sûr. Et on pourrait donner des exemples qui d'ailleurs ne se limitent pas à la famille, mais également des tas d'organisations coopératives hein, qui ont très bien fonctionné. Bon, actuellement, certaines d'entre elles ont eu des problèmes lors de la dernière crise économique, mais elles ont très bien fonctionné, alors que, en fin de compte, la rémunération de leur cadre avait une échelle relativement modeste. Mais on a très bien vu ça comme conséquence à la libéralisation dite des femmes. Quand j'ai analysé avec Stéphanie Bignon mon petit pamphlet « Cessez de nous libérer », on avait vu en effet que la cellule familiale, c'était la cellule du don. Exactement. Et que s'il n'y a pas de don, eh bien, les enfants sont dans la rue, les femmes travaillent très bien, mais les enfants sont dans la rue, ils ne travaillent pas, donc ils sont en échec scolaire. Et toutes les catastrophes qui découlent de ça. Mais je crois qu'il faut, malgré tout, malgré le constat un peu terrifiant que nous faisons sur la réalité de... Que peut-on faire ? Eh bien, d'abord, il y a une chose, il faut garder un certain optimisme dans la mesure où, même si on s'efforce depuis 4 siècles, enfin 2 siècles de manière beaucoup plus accentuée, de détruire la famille, eh bien, on n'y arrive pas, parce que la famille est indestructible. La famille est indestructible. Et moi, je me souviens d'avoir entendu un jour un général qui disait, il parlait de la bataille de Stalingrad, il disait, on s'est rendu compte que c'est pratiquement impossible de prendre d'assaut une ruine. Parce qu'on ne peut pas la détruire. Une ruine est indestructible. Elle est informe, on ne sait pas où attaquer, où jeter des bombes. C'est quelque chose que... Eh bien, la famille, c'est un peu pareil. Hein. La famille, elle est indestructible parce qu'elle subsiste malgré tous les obstacles, toutes les embûches qu'on lui a tendues. Elle est naturelle, elle est au fond de l'esprit humain. Et elle tient également au fait qu'elle répond à un besoin fondamental qui est commun à toute l'humanité, hein, et qui est le désir
de se survivre. Hein, bien sûr. on va tous mourir, ma chère Bien Anne. sûr, bien Hein, sûr, oui, bien mais sûr. peut-être que si on a des enfants, ils perpétueront notre souvenir. On continuera d'une certaine manière à exister à travers ça. Vous conseillez que la famille doit cesser de mendier auprès de l'État des avantages et des Oui, subventions. je crois qu'elle doit C'est vrai cesser. qu'à partir du moment où elle reçoit des subventions, elle est soumise à l'État et Exactement. l'État fait ce qu'il veut. Et l'État, en plus, va s'ingénier à prendre d'une main à reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Donc il faut, la famille doit réclamer des libertés. Elle doit réclamer son autonomie. C'est ça qu'il faut. Et de même, je dirais, les défenseurs de la famille doivent cesser de donner dans le gnangnan. Pardonnez-moi de dire ça. Hein. Mais Oui, j'avoue qu'il y a certains catholiques qui sont gnangnans. Il ne faut pas faire la guerre, c'est vilain, filin. puis voilà, qu'est-ce que c'est une famille, ça ne va pas une maman. Mais non, une famille, c'est pas seulement un papa Ce sont des maman. grands-parents, des oncles, Mais des bien tantes, sûr, c'est des toute une- cousins et des cousines. Des cousins et des cousines, et puis un souvenir qui remonte à travers Alors, les il y a un espoir, c'est que j'ai envie de parler des peuples africains, les pays africains. Pour eux, la famille, c'est quand même quelque chose de très important. Ah, mais bien Et sûr. ils vivent en tribu. comment Et quand il y a un enfant qui est dans la rue, tous les oncles et tantes sont responsables de lui. Et s'il fait une bêtise, il est renvoyé chez sa Ah mais absolument, les chez sa Africains mère, ont tout à fait le sens de la donc- famille et ils nous jugent très durement. Et il nous juge très durement. Très là-dessus. durement. Ouais. Il faut voir que même quand ce sont des gens qui ne sont pas du tout woke ou quoi que ce soit, mais au contraire, qui sont plutôt... Il y en a beaucoup plus qui ne sont Hein pas woke que Voilà. des woke, ça c'est Eh bien, sûr. même quand ils ont des positions comme ça, ils nous jugent très durement. Et ils considèrent que, bon, nous avons, les Européens, nous laissons nos enfants, nos parents aller en maison de retraite, c'est quelque chose d'insupportable. C'est pour les glauque. Africains, ça. Yeah. Pierre Demeuse, merci beaucoup d'être venu nous parler de la famille en question, ancrage personnel et résistance communautaire à la Nouvelle Librairie. C'est un petit livre très condensé mais très clair qui nous instruit et nous permet de retrouver une certaine sérénité en ces temps d'attaques Bien sûr. quotidiennes, Bien sûr. toutes plus tragiques les unes que les autres. Merci beaucoup, Pierre Demeuse. Merci Anne. Au revoir, chers amis TV Liberté.